Je me suis représenté moi-même au tribunal. Mon mari a ri. « Tu es trop pauvre pour engager un avocat ?» a-t-il dit. Tout le monde était d'accord. Je me suis levé. J'ai commencé à parler. Après ma première phrase, la salle d'audience s'est figée. Je suis entré dans le tribunal des affaires familiales du centre-ville de Boston, sachant que tout le monde dans cette pièce avait déjà décidé de la fin de mon histoire. Ils pensaient que j'étais imprudente. Certains pensaient que j'étais désespéré. Quelques-uns pensaient probablement que j'avais finalement perdu la tête. Je m'appelle Rachel Morgan. Et ce matin-là, je me représentais moi-même dans une affaire de divorce contre mon ancien mari, Lucas Harrington. Lucas n'était pas seulement mon ex. Il était le président-directeur général de North Shore Freight Group, une entreprise de logistique que tout le monde en ville connaissait. Des amis puissants, de l'argent à n'en plus finir et une équipe juridique qui semblait conçue pour écraser les gens discrètement et efficacement. Je n'avais rien de tout cela. Aucun avocat assis à côté de moi, aucune mallette remplie de classeurs à code couleur, aucun assistant chuchotant des notes derrière moi. Juste moi, un bloc-notes juridique et un calme que j'avais pratiqué pendant des mois. En prenant place, je pouvais sentir le jugement dans l'air, les regards discrets, l'accord tacite que tout cela serait vite terminé. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je signe tout ce qu'on me présenterait et que je retourne disparaître dans la vie d'où je venais. Lucas, certainement. Il n'essayait même pas de cacher sa confiance. Il s'adossait à sa chaise, parfaitement détendu, comme s'il s'agissait d'une réunion dont il connaissait déjà l'issue. Il m'a regardé comme on regarde un chapitre clos. Terminé, oublié. Ce que personne dans cette salle d'audience ne comprenait, c'était ceci. Je ne suis pas entré sans préparation. Je suis entré en sachant exactement où chaque secret était enterré. Pendant des années, j'ai écouté quand les gens pensaient que je ne faisais pas attention. J'ai observé des schémas qu'ils supposaient que j'étais trop simple pour remarquer. J'ai appris le silence quand parler aurait été dangereux. Et maintenant, debout dans cette salle d'audience, j'en avais fini de me taire. Ce n'était pas le jour où j'allais tout perdre. C'était le jour où la vérité entrait enfin dans la pièce avec moi. Pour comprendre pourquoi tout le monde me sous-estimait, il faut comprendre la version de Rachel Morgan en laquelle ils croyaient. Dans leur esprit, j'étais simple, prévisible, facile à ignorer. Avant que Lucas Harrington n'entre dans ma vie, je travaillais de longues heures dans un petit café de quartier. Je mémorisais les commandes. Je souriais malgré l'épuisement. Je comptais les pourboires à la fin de la nuit en espérant qu'il suffirait. Quand Lucas et moi nous sommes mariés, cette histoire a disparu. Je suis devenu sa femme, pas sa partenaire, pas son égale, juste la femme qui restait à la maison et lui facilitait la vie. Je m'occupais de la maison, des emplois du temps, des obligations sociales qui le faisaient paraître raffiné et respectable. Je me souvenais des anniversaires, organisais des dîners de charité et souriais à des gens qui n'ont jamais appris mon nom. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à du confort. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'était le contrôle. Lucas gérait chaque dollar. Je n'avais pas accès à nos comptes. Si j'avais besoin d'argent, je demandais. Si je remettais en question une dépense, on me disait de ne pas m'inquiéter de choses que je ne comprenais pas. Au début, je l'ai cru. Il parlait avec assurance. Les chiffres lui venaient facilement. Je me disais que c'était ainsi que les mariages fonctionnaient. Quand une personne réussissait et l'autre non. Mais avec le temps, les limites se sont resserrées. Mes appels téléphoniques étaient remis en question. Mes amitiés se sont estompées. Les invitations ont cessé d'arriver. Quelque part en chemin, mon monde a rétréci si discrètement que je l'ai à peine remarqué. Quand le divorce a commencé, Lucas s'est assuré que le récit reste intact. Il a dit aux gens que j'étais émotive, instable, dépendante. Son avocat m'a décrite comme financièrement inexpérimentée, quelqu'un qui serait dépassé par des informations complexes, quelqu'un qui avait besoin d'être protégé d'elle-même. Et le pire, c'était ceci. Je les ai aidés à y croire. J'ai gardé la tête basse. J'ai parlé doucement. Je les ai laissés prendre mon silence pour de la confusion. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à me définir par celle que j'étais, ils ne se sont jamais demandé qui j'étais devenu. Ils ne se sont jamais demandé ce qui arrive quand une femme passe des années à être ignorée. Ils n'ont jamais considéré que la personne qui vit à l'intérieur du système le comprend souvent mieux que celui qui l'a construit. Au moment où je me suis retrouvé seul dans cette salle d'audience,
je savais exactement comment ils me voyaient et je savais exactement à quel point ils avaient tort. Lucas Harrington était passé maître dans l'art de paraître intouchable. Il portait la confiance comme certains hommes portent des costumes sur mesure, sans effort, sans discussion. Il entrait dans les pièces en supposant qu'il y avait sa place, et la plupart du temps, les gens étaient d'accord. En tant que président-directeur général de North Shore Freight Group, Lucas était connu comme un finalisateur. Il concrétisait les accords. Il savait comment déplacer de l'argent, transférer des actifs et faire disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent publics. Cette réputation l'a suivi dans la salle d'audience. Quand Lucas s'est assis à la table de la défense, il était clair qu'il croyait que ce n'était qu'une autre négociation. Une qu'il s'attendait à gagner. Sa posture était détendue, son expression calme, presque ennuyée. À côté de lui était assis son avocat, Victor Hay. Victor n'était pas bruyant. Il n'en avait pas besoin. Il avait une réputation de précision et de pression. Il parlait rarement, mais quand il le faisait, les gens écoutaient. Il était connu pour forcer des règlements sans jamais élever la voix. Ensemble, ils ressemblaient à une machine conçue dans un seul but, le contrôle. Lucas m'a jeté un regard, une seule fois, brièvement. De la manière dont on vérifie l'heure. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Pas de peur, juste du dédain. Pour lui, j'étais un problème qui s'était attardé plus longtemps que prévu. Je connaissais bien ses habitudes. Je l'avais observé en réunion, lors de dîners, lors d'événements caritatifs. Il écoutait juste assez longtemps pour décider si quelqu'un importait. Et ce matin-là, il avait déjà décidé que je n'importais pas. Lucas croyait à l'histoire qu'il avait construite autour de lui. Que le succès était la preuve de l'intelligence, que la richesse signifiait la crédibilité, que la loi était un autre outil qu'il savait utiliser. Il a supposé que mon absence de représentation signifiait la faiblesse. Il a supposé que le silence signifiait l'ignorance. Ce qu'il n'a pas pris en considération, c'était ceci. Les hommes comme Lucas passent leur vie à parler. Ils s'exercent rarement à écouter. Et j'avais passé des années à faire exactement cela. Chaque appel tard le soir, chaque explication précipitée, chaque moment où il pensait que j'étais trop distraite pour remarquer. Je me souvenais de tout. Alors que le juge se préparait à commencer, Lucas s'est adossé à sa chaise, certain que l'équilibre du pouvoir était fermement de son côté. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était déjà en train de bouger. Pendant que Lucas était occupé à construire son image, je construisais quelque chose de plus discret. La nuit, quand la maison était enfin calme, je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et les lumières tamisées. Je m'étais appris à lire les relevés bancaires, à suivre les virements, à comprendre le langage caché dans les feuilles de calcul. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais le contrôle. Je l'ai fait parce que je voulais la clarté. Lucas supposait que je n'étais pas intéressé par son travail. Il parlait librement autour de moi. Il prenait des appels à table. Il se plaignait de partenaires, de régulateurs et de personnes qu'il jugeait incompétentes. Il ne baissait jamais la voix. J'ai appris les schémas comme d'autres apprennent les routines. Quel compte n'était mentionné qu'en passant? Quelle transaction apparaissait à la fin du trimestre? Quel nom ne revenait que lorsqu'il était stressé? Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas posé de questions qui auraient éveillé les soupçons. J'ai écouté. Quand il a synchronisé ses appareils avec le compte cloud familial par commodité, j'ai remarqué. Quand des fichiers sont apparus dans des dossiers que je n'avais jamais vus auparavant, je l'ai remarqué aussi. J'ai commencé à sauvegarder des copies, pas à voler, pas à pirater, juste à sauvegarder ce qui existait déjà dans un espace partagé. Des courriels, des relevés, des résumés internes qui n'auraient jamais dû quitter son écran. J'ai gardé tout simple. Date, montant, répétition. Pas de théorie, pas de supposition, juste des faits. Il y a eu des nuits où je voulais arrêter. Des nuits où je me disais que je réfléchissais trop, que rien de ce que je trouverais n'importerait de toute façon. Mais ensuite, je me souvenais avec quelle facilité mon accès à l'argent avait été coupé. Avec quelle rapidité ma voix avait été écartée une fois que j'étais devenue gênante. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. La préparation n'est pas une question de vengeance. C'est une question de survie. Au moment où Lucas a demandé le divorce, j'avais des mois d'informations tranquillement organisés. Rien de dramatique, rien de spectaculaire. Juste une carte claire de l'endroit où se trouvait la vérité. Donc,
quand je suis entré seul dans cette salle d'audience, je ne devinais pas. Je confirmais. Il pensait que je venais les mains vides parce qu'il ne pouvait pas voir ce que je portais. Il ne réalisait pas que la femme silencieuse qu'ils ignoraient avait prêté attention tout ce temps. Et l'attention, combinée à la patience, est bien plus dangereuse que la colère. La salle d'audience semblait différente une fois l'audience commencée. Au début, tout suivait le rythme attendu. Introduction formelle, langage poli, confiance soigneusement mesurée de la part de la défense. Victor y a parlé avec aisance, exposant un récit familier, un cadre prospère, un mariage de courte durée, une offre raisonnable étendue et refusée. Lucas me regardait à peine pendant que Victor parlait. Il connaissait déjà cette version de l'histoire par cœur. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai gardé ma voix stable et mes mots simples. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas dramatisé. J'ai posé des questions. J'ai mentionné un compte de holding que Victor n'avait pas référencé, un véhicule d'investissement que Lucas avait qualifié d'insignifiant pendant notre mariage. La réaction a été immédiate. Victor a marqué une pause, juste une seconde, mais c'était suffisant. Lucas a bougé sur sa chaise. Le juge s'est légèrement penché en avant, son attention s'aiguisant. Je n'ai pas tout expliqué. Je n'ai pas encore révélé de documents. J'ai simplement déclaré que certains actifs n'avaient pas été divulgués et que je les aborderais lors du témoignage. La pièce est devenue silencieuse. Ce silence n'était pas de la confusion. C'était un nouveau calcul. Victor a ajusté ses papiers. Lucas a redressé sa posture. Pour la première fois ce matin-là, il m'a regardé directement. Il n'y avait pas de colère dans son expression. Il y avait de l'incertitude. Victor a rapidement objecté, qualifiant ma déclaration de spéculation. Il a parlé avec assurance, rejetant mes paroles comme une incompréhension. Je n'ai pas discuté. J'ai simplement hoché la tête et dit que je fournirais la documentation le moment venu. C'est là que je l'ai senti. Le changement. Ce qui avait été une routine semblait soudain instable. L'énergie dans la pièce est passée de la certitude à la prudence. Lucas s'est penché vers Victor et a chuchoté quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Victor a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. Il ne me rejetait plus. Il s'ajustait. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'avais encore rien gagné, mais l'illusion de contrôle avec laquelle ils étaient entrés s'était fissurée, et une fois que cela arrive, elle ne se répare jamais complètement. Le juge a appelé le premier témoin de la défense, et Lucas a choisi la confiance plutôt que la prudence. Daniel Pierce, le directeur financier de North Shore Freight Group, s'est présenté à la barre avec l'aisance d'un homme qui avait déjà témoigné. Il parlait clairement. Il souriait poliment. Il répondait aux questions comme si ce n'était qu'une formalité. Victor le guidait avec soin. Daniel a confirmé que tous les biens matrimoniaux avaient été divulgués, que les finances de l'entreprise étaient saines, qu'aucun fonds n'avait été caché ou redirigé de manière inappropriée. C'était une performance bien répétée. Quand ce fut mon tour de l'interroger, je ne me suis pas approché de la barre immédiatement. Je suis resté où j'étais et j'ai parlé calmement. J'ai demandé à Daniel depuis combien de temps il travaillait avec Lucas. J'ai posé des questions sur les pratiques comptables standards. J'ai posé des questions sur les contrôles internes et les calendriers d'audit. Des questions simples, des questions confortables. Daniel s'est détendu. Puis je l'ai interrogé sur un compte interne utilisé pour détenir temporairement des fonds avant les rapports trimestriels. Il a hésité un très court instant, mais l'hésitation était là. Je lui ai demandé à quelle fréquence ce compte était utilisé. J'ai demandé s'il apparaissait sur la liste de divulgation standard fournie lors des procédures de divorce. Daniel s'est éclairci la gorge. Il a dit que c'était opérationnel. Il a dit que ce n'était pas pertinent pour les biens matrimoniaux. Je lui ai demandé si des fonds passaient parfois de ce compte à des véhicules d'investissement externes. La pièce est devenue immobile. Victor a objecté, affirmant que la question était hors sujet. Le juge l'a autorisé. La confiance de Daniel s'est évanouie. Il a expliqué que certains transferts étaient routiniers et autorisés. Il a insisté sur le fait que rien d'incorrect ne s'était produit. Je l'ai remercié puis j'ai posé une dernière question. J'ai demandé si des transferts avaient eu lieu dans les 90 jours précédant le dépôt de la demande de divorce par Lucas. Daniel a regardé Lucas avant de répondre. C'est à ce moment-là que tout a changé. Le juge l'a remarqué, Victor l'a remarqué,
et Lucas a remarqué que tout le monde l'avait remarqué. Daniel a répondu prudemment, admettant que plusieurs transferts avaient eu lieu peu de temps avant le dépôt. Je ne l'ai pas accusé de méfaits. J'ai simplement déclaré que je présenterais une documentation qui correspondait à son témoignage. Daniel est descendu de la barre, son aisance antérieure remplacée par une tension visible. Alors qu'il quittait la barre, je l'ai vu clairement. Il ne s'agissait plus d'un règlement de divorce. Il s'agissait de savoir si la vérité resterait enterrée. Et à en juger par la façon dont Lucas évitait mes yeux, je savais qu'elle ne le resterait pas. C'est alors que Lucas a décidé de changer de tactique. Victor s'est levé et s'est adressé au tribunal d'un ton qui semblait presque inquiet. Il a dit que cette affaire devenait émotionnelle. Il a suggéré que le tribunal examine ma crédibilité avant de peser des réclamations financières complexes. Puis il a présenté mes antécédents médicaux. Il a parlé d'une période, des années plus tôt, où j'avais cherché de l'aide pour l'anxiété et le deuil. Il a utilisé des mots comme « traitement » et « évaluation ». Il a insinué l'instabilité sans le dire directement. Lucas m'observait attentivement, attendant une réaction. Je ne lui en ai donné aucune. J'avais passé des années à apprendre comment le silence pouvait être retourné contre vous. Cette fois, je ne le laisserai pas faire. Quand ce fut mon tour de répondre, je me suis levé lentement. Je ne me suis pas précipité. Je ne me suis pas défendu émotionnellement. J'ai dit la vérité. J'ai expliqué que j'avais cherché de l'aide pendant une période de deuil. Que j'ai fait ce que font les adultes responsables quand ils se sentent dépassés. Que le traitement ne me rendait pas peu fiable. Il me rendait honnête quant à mes limites. J'ai regardé le juge et j'ai dit quelque chose de simple. Chercher de l'aide ne disqualifie pas une personne de dire la vérité. Victor a insisté davantage. Il a suggéré que j'avais imaginé des menaces, que j'avais mal compris des conversations, que le stress avait déformé ma mémoire. J'ai écouté sans interrompre. Puis j'ai prononcé la phrase que Lucas n'attendait pas. J'ai dit que j'étais sous traitement médical parce que j'étais contrôlé. La pièce a de nouveau basculé. J'ai expliqué que la confusion ne vient pas seulement de la faiblesse. Elle vient souvent du fait qu'on vous dit à plusieurs reprises que votre réalité est fausse. D'avoir votre accès supprimé. D'être isolé et corrigé jusqu'à ce que vous cessiez de faire confiance à votre propre jugement. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai exposé des faits. Et puis j'ai dit ceci. Je ne demande pas au tribunal de me croire parce que je suis blessé. Je demande au tribunal de me croire parce que j'ai apporté des preuves. Lucas a cessé de sourire parce que pour la première fois, l'histoire qui le protégeait commençait à s'effondrer et il savait exactement ce qui allait suivre. J'ai pris quelque chose dans mon sac lentement, en m'assurant que chaque mouvement était délibéré. Je ne voulais pas que ce moment soit dramatique. Je voulais qu'il soit indéniable. J'ai expliqué que le Massachusetts est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Que j'étais légalement autorisé à enregistrer les conversations dont je faisais partie. Que je l'avais fait non par dépit mais par peur. Victor a immédiatement objecté. Il a remis en question la pertinence. Il a remis en question l'intention. Le juge a autorisé. J'ai brandi un petit appareil audio. Rien d'impressionnant. Pas d'étiquette. Juste un enregistrement du temps. J'ai dit au tribunal que ces enregistrements captaient des conversations entre Lucas et moi pendant les dernières années de notre mariage. Des conversations où l'argent était discuté, où le contrôle était discuté, où les conséquences étaient expliquées très clairement. Le premier enregistrement a été lu. La voix de Lucas a rempli la pièce, calme, certaine, méprisante. Il disait que personne ne me croirait. Il disait que je ne comprenais pas les finances. Il disait que si je poussais trop fort, je perdrais l'accès à tout. Il n'y avait pas de cris, pas de menaces sur les de colère. C'est ce qui rendait la chose pire. C'était le contrôle énoncé comme un fait. Le deuxième enregistrement a été lu. Lucas expliquait comment les actifs pouvaient être déplacés temporairement, comment rien ne devait paraître permanent, comment le timing importait plus que la vérité. Victor fixait la table. Lucas fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Au moment où le troisième enregistrement s'est terminé, la salle d'audience était complètement silencieuse. Pas de chuchotement, pas de mouvement. Même le juge avait arrêté d'écrire. J'ai éteint l'appareil et je me suis rassise. Je n'ai pas regardé Lucas. Je n'en avais pas besoin. Parce que le pouvoir ne disparaît pas bruyamment.
Il disparaît quand tout le monde l'entend exprimer à voix haute pour la première fois. Et à ce moment-là, Lucas Harrington n'était plus en contrôle de l'histoire. La vérité l'était. Après la fin des enregistrements, rien n'a bougé pendant plusieurs secondes. Le juge a baissé les yeux sur les preuves, puis sur Lucas, puis de nouveau sur moi. Il ne s'agissait plus de savoir qui se sentait lésé. Il s'agissait de responsabilité. Victor a demandé une brève pause. Sa voix était contrôlée, mais la certitude avec laquelle il était entré avait disparu. Le tribunal a rejeté la demande et a ordonné la poursuite de l'audience. Le juge a posé des questions directes sur le calendrier, sur la divulgation, sur le fait de savoir si tous les actifs liés à North Shore Frecht Group avaient été correctement déclarés. Lucas a d'abord répondu prudemment. Des réponses courtes, des explications limitées. Puis les questions sont devenues plus précises. Les réponses sont devenues plus lentes. Le tribunal a ordonné un examen temporaire des divulgations financières et a demandé une documentation immédiate relative aux transferts mentionnés lors du témoignage. Des comptes ont été signalés. L'accès a été restreint. Rien de dramatique ne s'est produit à ce moment-là. Pas de cris, pas de voix élevées, juste la procédure. Et la procédure est souvent plus effrayante que la confrontation. Lucas m'a finalement regardé à nouveau. Pas avec colère, pas avec confiance. Avec incrédulité. Il avait cru que cette pièce le protégerait, que sa position l'emporterait sur mes mots, que l'argent parlerait plus fort que la vérité. Mais une fois que les faits entrent dans le dossier, la croyance n'a plus d'importance. Le juge a clairement indiqué qu'une enquête plus approfondie suivrait, que les divulgations incomplètes entraînent des conséquences, que la crédibilité avait changé. Lorsque la session a été ajournée pour la journée, Lucas ne s'est pas levé immédiatement. Victor s'est penché vers lui, parlant doucement. Le ton n'était plus instructif. Il était urgent. En rassemblant mes papiers, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la victoire, du soulagement. Parce que pour la première fois depuis le début du divorce, je ne me défendais plus. La vérité faisait ce travail pour moi. Quand le juge m'a demandé ce que je cherchais, la salle s'attendait à un chiffre. Il s'attendait à ce que je nomme un pourcentage, la moitié des actifs, un paiement, quelque chose qui pourrait être négocié et réduit. Cela n'a jamais été mon objectif. Je me suis levé et j'ai expliqué que je ne demandais pas de punition. Je demandais un équilibre. J'ai dit au tribunal que l'argent utilisé pour cacher la vérité n'est pas de la richesse. C'est un moyen de pression. Et le moyen de pression ne fonctionne que lorsque personne n'est prêt à le contester. J'ai demandé une transparence totale. Que chaque compte lié à Lucas Harrington soit examiné. Que tout actif déplacé sans divulgation soit considéré comme faisant partie du patrimoine conjugal. J'ai demandé le contrôle temporaire des actifs partagés jusqu'à ce que l'examen soit terminé. Non pas pour prendre quoi que ce soit, mais pour empêcher que quoi que ce soit d'autre ne disparaisse. Le juge a écouté attentivement. J'ai expliqué que je ne voulais pas gagner en regardant quelqu'un tomber. Je voulais partir en sachant que la vérité avait été reconnue et que personne d'autre ne serait discrètement effacé comme je l'avais été. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de mettre fin au schéma. J'ai dit au tribunal que lorsqu'une personne contrôle le récit assez longtemps, elle commence à croire qu'il ne peut pas être contesté. Et cette croyance est dangereuse. Ce que j'ai demandé était simple. Que la loi fasse ce pourquoi elle a été conçue. Ralentir le pouvoir. Examiner les faits. Protéger la personne qui n'est jamais censée être entendue. Quand je me suis rassise, la pièce était de nouveau silencieuse. Pas tendue, concentrée. Et pour la première fois, j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. J'avais dit tout ce que j'avais besoin de dire. Le reste ne dépendait plus de moi. Quand je suis sorti du palais de justice cet après-midi-là, la ville semblait la même. Les voitures circulaient. Les gens passaient en courant. La vie continuait comme si rien de monumental ne venait de se produire à l'intérieur de ces murs. Mais pour moi, tout avait basculé. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas puissante. Ce que je ressentais, c'était de la légèreté. Pendant des mois, ma vie avait tourné autour de la défense de ma réalité, de la preuve que je n'imaginais pas des choses, de l'explication de moi-même à des gens qui avaient déjà pris leurs décisions. Ce fardeau avait disparu. La procédure judiciaire ne s'est pas terminée ce jour-là. Les enquêtes prennent du temps. La paperasse s'éternise.
Les conséquences se déploient lentement. Mais quelque chose de bien plus important s'était déjà produit. Ma voix était entrée dans le dossier. Je suis retourné dans un appartement plus petit. J'ai acheté mes propres provisions. J'ai ouvert un compte courant à mon nom pour la première fois depuis des années. Rien de tout cela n'était glamour, mais chaque choix était le mien. J'ai réappris à faire confiance à mes instincts, à m'asseoir en silence sans crainte, à faire des projets qui ne dépendaient pas de la permission de quelqu'un d'autre. Les gens m'ont demandé si c'était difficile de recommencer. La vérité est que recommencer était plus facile que de rester invisible. Ce qui a pris du temps, c'est de me pardonner d'être resté silencieuse si longtemps. Je n'étais pas faible d'avoir survécu. J'étais forte de m'être préparée. Et au fil des jours, j'ai réalisé quelque chose de discrètement puissant. Je n'étais plus défini par le mariage auquel j'avais échappé. J'étais défini par la clarté que j'avais gagnée. Les gens disent souvent que le pouvoir est bruyant. Ils l'imaginent comme des cris, comme de la domination, comme quelqu'un qui parle toujours en premier et en dernier. Ce n'est pas le genre de pouvoir qui a changé ma vie. Le pouvoir qui importait était plus discret. C'était la patience. C'était l'observation. C'était choisir de comprendre au lieu de réagir. C'était savoir quand rester silencieuse et quand enfin parler. Lucas Harrington croyait que la force signifiait le contrôle. Il croyait que l'argent pouvait remplacer la responsabilité. Il croyait que l'histoire qu'il racontait sur moi survivrait pour toujours s'il la répétait assez souvent. Il avait tort. Non pas parce que je me suis battu plus fort que lui, mais parce que je me suis préparé plus longtemps. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est celle-ci. Ne présumez jamais que la personne silencieuse ne sait rien. Ne confondez jamais la soumission avec l'accord. Et ne croyez jamais que la vérité disparaît simplement parce qu'elle est ignorée. Parfois, la justice n'arrive pas avec du bruit. Parfois, elle arrive avec des dossiers, avec de la patience, avec le courage d'attendre le bon moment. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été sous-estimé ou si on vous a fait sentir invisible, vous n'êtes pas seul. Votre clarté compte. Votre mémoire compte et votre voix compte, même si elle met du temps à être entendue. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, veuillez aimer la vidéo. Cela aide plus de gens à trouver des histoires comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été jugé pour votre silence? Parfois, le geste le plus puissant est simplement de refuser de disparaître.